Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Faisant suite à la sortie du professeur Maurice Kamto en date du 19 mai dernier, sortie au cours de laquelle le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun attirait l'attention sur, je cite, les manœuvres visant à organiser la succession de gré à gré à la tête de notre pays. Fin de citation. Comme à chaque fois, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est senti dans l'obligation de répondre au président du MRC. À cet exercice, cette fois, c'est le secrétaire à la communication du comité central du RDPC qui s'y essaye. Le membre du bureau politique pose 7 questions à M. Kamto sur le gré à gré. Parmi elles, il y a celle qui interroge le gré à gré successoral. Il demande si le gré à gré successoral est inscrit dans la loi fondamentale. Qui en sera le principal bénéficiaire? Le secrétaire à la communication du comité central du RDPC va jusqu'à demander l'identité de ce futur président de la République du Cameroun. Avant de se poser la question de savoir pourquoi un gré à gré. La note signée du chargé de mission à la délégation permanente régionale du comité central du RDPC du littoral fait savoir que des réponses précises sont attendues. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Gré à gré au sommet de l'État, question autour des 7 questions du RDPC pour tenter de répondre à ces questions. Nous avons invité ici en plateau à Douala Charles Lisan. Bonsoir. C'est Gerlin, bonsoir. Prof, bonsoir. Merci. Aux autres panélistes qui sont du côté de Skype, bonsoir et bonsoir à tous les Camerounais qui suivent ce soir. Voilà, Charles Lisan, Douala deuxième, c'est bien cela. Douala deuxième, conseil et la mairie de la ville. Le grand conseil à la mairie de la ville. Il faudra dire que la mairie de la ville se réunit dès demain pour... La première fois, c'est la première fois. Non, là c'est le travail qui a commencé. La première fois c'était pour mettre en place les commissions. Oui. Disons, la première fois c'était pour élire le maire et ses adjoints. La deuxième fois, mettre les commissions. Et là, nous allons entrer dans le vif du sujet en allant voter le compte administratif. Ok, voilà. Bonsoir, Dr Luisan Isomba. Bonsoir, Serge Alain Autou. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs d'Equinox TV. Je voudrais saluer avec respect tous nos étudiants qui sont très aptes aujourd'hui à venir en présentiel suivre les cours. Et c'est vraiment intéressant de le savoir et de le dire parce qu'il y a eu trop de craintes au début. Mais aujourd'hui, il y a comme une affirmation de ces désirs d'être présent au cours. Je suis sorti de ce cours ce matin encore, ils étaient très nombreux. Okay. Donc, je les invite justement à continuer de la sorte. Voilà, on va dire bonsoir également, parce qu'il est là de l'autre côté, Mbombok Yebga. Bonsoir Mbombok et bienvenue, président du Maniden. Voilà, des petits soucis. On va voir si la qualité est nettement meilleure avec Yaoundé, où nous attend Joseph Thierry Okala Ebodé, secrétaire, on va le dire, trésorier adjoint du MRC. Bonsoir, Joseph Thierry. D'être scotché sur ce programme encore ce soir. Voilà, je commence par et bonsoir aux autres panélistes. Voilà, Joseph Thierry Ebodé, la première fois sur Equinox Soir. Comment vous réagissez d'abord à cette thématique? Le RDPC qui se pose des questions, qui pose des questions directement au professeur Kamto, pour ce qui est du gré à gré. Comment vous réagissez? C'est tout à fait normal que le RDPC se pose des questions. Est-ce que c'est la personne indiquée qui a posé ces questions? Habituellement, c'est le ministre Famou Ndongo qui répond et qui pose des questions.
ou qui réagit aux sorties du président Maurice Kamto. Je crois qu'au cours de ce débat, comme vous l'avez si bien dit, il y a 7 questions, il y a 7 points sur lesquels nous allons nous appesantir. Et il me semble que point pour point, nous apporterons, autant que faire se peut, les réponses qui indiquées à ces questions. Voilà, Joseph Thierry. La question du gré à gré n'est pas une question née ex nihilo. Ce n'est pas le fruit du fantasme, ce n'est pas le fruit de l'invention, ce n'est pas le fruit d'un cerveau ou d'un déficit de réflexion. C'est qu'effectivement, un ensemble d'actes, de faits, nous ont amené au MRC à penser que le régime était en train de vouloir opérer un glissement sur les règles démocratiques dans la dévolution du pouvoir. Et de ce point de vue, il était important d'attirer l'attention des Camerounais, d'interpeller, de mettre en éveil les Camerounais sur cette situation qui ne cadre pas avec les pratiques démocratiques. Avant de continuer dans le débat, il était peut-être utile de préciser que plus que le nom au hold-up, la raison pour laquelle Maurice Kamto, le président élu, et 300 autres, et pratiquement 400 autres personnes ont été arrêtées entre les 26, les 28 janvier, les 1er et les 8 juin, c'était à cause du modèle du non au gré à gré. Parce que le non au gré à gré, parce que le gré à gré, nous l'avons perçu depuis fort longtemps. Presque au lendemain de la désignation de M. Biya comme président de la République du Cameroun par un conseil constitutionnel illégal, illégitime. Voilà, merci Joseph. Il faut préciser que ce sont des questions. La note signée du professeur Stéphane Ngwanza dit exactement ceci. Le secrétaire à la communication du comité central du RDPC, membre du bureau politique, a posé 7 questions précises à M. Maurice Kamto, dont les questions viennent du secrétaire. Voilà, il fallait le préciser. Charles Lisan, sur ces questions. Oui. Vous avez suivi le premier jet de Thierry Okala et Bodé. Oui. Il pense que le MRC ne se fonde pas sur... c'est pas parti ex nihilo, qu'ils ont des éléments de preuve qui prouvent qu'il y a ce gré à gré là qui est en préparation. Voilà donc pourquoi le RDPC pose ces 7 questions. Je vais répondre de manière triviale. Oui. Selon un triptyque. La première réaction est celle de quelqu'un qui va apprendre. Et c'est pourquoi j'aime bien l'idée de cette lettre, où il y a des questions terre à terre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le gros français, c'est des questions terre à terre. Oui. Je me serais attendu à ce que le cadre du MRC, qui est M. Okala et Bodé, nous donne des réponses, mais non, là, il a encore renvoyé. C'est-à-dire, à ce petit jeu subtil, on s'y connaît. Maintenant, moi, je vais m'y essayer à travers son premier jet de pierre pour lui dire que, à partir du moment où il demande si le professeur Ngwanza est la personne indiquée à poser les questions, j'ai aussi envie de lui demander qui a aussi mandaté son patron à poser les questions sur le gré à gré. Il va me répondre que son patron est camerounais et qu'il a le droit de le faire. Alors, Stéphane Ngwanza, militant du RDPC, a aussi le droit de reprendre une note de son camarade qui est le patron en communication de son parti. Quand j'ai évacué cette réponse, je continue en lui faisant comprendre donc que c'est quoi le gré à gré pour eux. Nous, on sait que dans le droit, et on a un expert en droit ici qui va nous expliquer cela, on sait que dans le droit privé, c'est des espèces de contrats où les gens s'asseyent et essaient de trouver un truc qui va les arranger. Mais maintenant, dans le cadre du droit constitutionnel et surtout de manière électorale, c'est quoi le gré à gré et comment ça s'obtient? Comment est-ce que se passe la dévolution du pouvoir suprême, comme il appelle lui-même, dévolution du pouvoir suprême? C'est lorsqu'on constate, c'est l'article 6 de la Constitution et les articles 116 du Code électoral, 145 suivant du Code électoral, qui donne la dévolution du passage du pouvoir suprême. Mais maintenant, quand ils nous disent que le régime en place prépare un gré à gré, le gré à gré là, c'est nous qui posons les questions, monsieur Zaoto. Et nous attendons donc qu'ils nous expliquent, ne nous expliquent pas. Tout ce qu'ils demandent, c'est que le peuple camerounais se prépare à suivre quelque chose où, quand il a dit, le glissement sur les règles démocratiques, sur la dévolution du pouvoir. Je sais que la vacance à la tête du pouvoir, d'après ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Il faut rappeler aux Camerounais que c'est le MRC
qui a saisi le président de l'Assemblée nationale pour qu'il constate la vacance à la tête du pouvoir dans ce pays. Ce président de l'Assemblée nationale qui est issu d'une élection et que le Conseil constitutionnel qui allait s'asseoir et concéder ses vacances en faisant ipso facto en sorte que le président du Sénat issu d'un système électoral soit celui-là qui va conduire pendant cette vacance les affaires de l'État selon un temps bien déterminé, en organisant quoi encore une élection. Vous voulez donc que tout se passe au niveau des élections. Quand on a fini de faire des élections, comment est-ce qu'il y aura-t-il glissement sur les règles démocratiques quand on parle d'élections? Le MRC a choisi délibérément de se mettre hors jeu. Ils ne peuvent pas à un moment donné insulter le porc et vouloir se nourrir de sa graisse. Dans le même cas, ordre d'idée, vous êtes les premiers à estimer que le Conseil constitutionnel, parce qu'il a parlé encore du hold-up, que le Conseil constitutionnel qui a nommé le président Paul Biya, qui lui est issu d'une élection, vous verrez toujours qu'on revient toujours sur les élections. Le MSC n'a rien à proposer. Il s'agit d'un autre buzz. Le MSC a choisi délibérément de se mettre hors jeu, alors qu'il laisse les partis politiques qui ont accepté le jeu démocratique de se mettre en rang et d'observer comme il se doit l'avancée constitutionnelle régalienne de l'État du Cameroun. Et c'est là où nous en sommes. Nous ne voulons pas, exemple, moi j'attends les réponses de M. Okara-Ebode. C'est moi, le RDPC, qui a posé les questions. Et j'attends que M. Ebode m'apporte des réponses aux 7 questions qui ont été posées. Encore que quand vous me dites qu'ils ont des éléments, je me demande si c'est les mêmes éléments que l'on fait croire que Biya est mort. Je ne sais pas. Puisqu'aujourd'hui, je continue à attendre les éléments qui leur font croire que Paul Biya était mort et aller saisir le président de l'Assemblée pour qu'il constate la vacance à la tête du pouvoir. Si c'est ce genre d'éléments qu'ils ont, je me pose vraiment des questions sur le genre de personnes qui veulent diriger ce pays. Voilà, d'abord, Dr Louis-Jean Issomba, le gré à gré, en quelques mots. Il faut toujours rappeler ça au Cameroun. Qu'est-ce qu'on entend par là? Bien évidemment, pour le dire de la manière la plus simple. Sur le plan politique, hein? Ça dit que de la manière d'abord la plus simple, le gré à gré, c'est un arrangement. Oui. Et en le situant dans le contexte... Vous dites bien arrangement. Oui, un arrangement. Quand on dit un grand gré, ça veut dire, monsieur Serge, on s'entend sur quelque chose. Oui. Il y a de manière consensuelle une volonté qui est partagée. Oui. On parle du gré à gré, c'est-à-dire nous sommes d'accord sur quelque chose. Alors, restituer cela sur le plan politique, c'est-à-dire le gré à gré veut dire donc un arrangement politique à partir duquel on peut mettre en place soit une institution, soit un organe pour faciliter soit le jeu démocratique, soit le jeu politique. Et c'est la raison pour laquelle, donc, dans le contexte où nous sommes, la question du gré à gré donc, est polémique aujourd'hui simplement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, puisque cela porte sur l'institution présidentielle, on parle du fait qu'il y a eu un certain silence du président de la République. Il y a eu, à un moment donné, qu'on attendait le président de la République sortir pour justement se prononcer sur des questions d'actualité telles que la pandémie du coronavirus. Et on a vu que plus tard, le président est intervenu. Mais pendant que ça battait de son plein, on attendait une sortie du président. Et à partir de là, les uns et les autres ont estimé que cette absence d'intervention du président de la République pourrait donc être un moyen qui puisse justement déboucher vers l'absence du président et entraîner la vacance présidentielle. Or, notre Constitution est suffisamment claire en son article 6 alinéa 4, corroboré en cela par l'article 142 du Code électoral, qui dispose très clairement que, en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, l'intérim est assuré par le président du Sénat qui a 20 jours au moins et 120 jours au plus pour organiser les élections, sans lui-même se porter candidat, sans modifier le gouvernement et à la limite, et même sans modifier la Constitution. La seule chose qu'il peut faire, c'est modifier quelques dispositions référendaires, mais en consultation du Sénat et du Conseil constitutionnel. Or, ce qu'il faut dire aux Camerounais, pourquoi il y a une telle polémique? Voilà. La polémique vient simplement du fait qu'on suppute la création d'un poste de vice-président. Or, nous venons de voir clairement que les institutions, la Constitution, dans ces dispositions que je venais de citer,
est suffisamment claire, cette constitution, en lui disant que si le président de la République n'est plus là, voilà le mécanisme institutionnel de dévolution du pouvoir. Ça veut donc dire quoi? Le gré à gré veut donc dire que s'il y a arrangement au sommet de l'État visant à la création d'un poste de vice-président, cela signifie qu'on va tordre le cou à la démocratie et on va exclure le peuple. Or, dans la dévolution du pouvoir qui est prévue par la Constitution, on renvoie tout vers le peuple parce que le peuple est la source du pouvoir, est la source de la souveraineté. Donc, M. Serge Alain Autou, disons tout simplement que en interprétant les dispositions de notre Constitution, ou du moins si vous voulez d'abord, les lois qui participent du jeu démocratique, c'est-à-dire la Constitution et le Code électoral, on se rend compte que ces textes-là contiennent quand même certaines subtilités qui ne permettent pas d'assurer une alternance politique, mais qui conservent une transition politique. Et ça, il faut le dire. Je vais prendre un exemple simple. Quand nous prenons l'article 6 alinéa 2 de la révision constitutionnelle du 14 avril 2008, cet article dispose que, voilà, de 2008, c'est-à-dire le président est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible. Ça veut donc dire que la clause limitative des mandats, le verrou a sauté. Ouais. Et par là, on peut faire une analyse simple. Si nous nous appliquons à interpréter cette loi, ça veut dire que tant que le président est en place et il vit, il ne peut jamais avoir alternance parce que la Constitution lui donne la possibilité, autant de fois que possible, de se présenter. Et vous voyez, je voudrais prendre un cas en Afrique centrale. Tous les présidents en Afrique centrale qui ont organisé l'élection étant vivants n'ont jamais perdu une élection. Tout simplement pourquoi? Parce que les institutions légales et les institutions organes qui participent du jeu démocratique sont pratiquement taillés sur mesure. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons de tous nos voeux pour qu'il y ait une mise en place d'une nouvelle constitution qui prendra en compte un certain nombre de choses. Je vais par exemple je chute par là pour indiquer que quand vous regardez aujourd'hui notre constitution, même dans les cas de la vacance, je l'avais déjà évoqué ici, la constatation de la vacance pose un sérieux problème, surtout l'exercice de la vacance. La Constitution a prévu les 3 hypothèses, le décès, l'empêchement définitif et la démission. Alors, quand vous regardez très bien nos dispositions, seule la démission semble un peu plus claire. Parce qu'on vous dit, le président démissionne et formellement, il saisit le président du Conseil constitutionnel. Et le président du Conseil constitutionnel, à son tour, fait une copie au président du Sénat. Maintenant, la difficulté est de savoir en cas d'empêchement, quand le président du Sénat vient de assurer l'intérim, il prête serment devant qui? Il utilise quelle formule? Difficile. Prenons le décès. Quand il décède, ce n'est pas la constatation, mais c'est d'abord l'annonce. Qui annonce le décès du président? C'est la raison pour laquelle, en Côte d'Ivoire... Mais il y a un gouvernement, non? Non, d'abord, il y a un gouvernement, mais... Ou le secrétaire général... Non, pas du tout. Le directeur du cabinet civil. Mais c'est ça, c'est donc ce qu'on doit arranger. C'est-à-dire qu'en cas Vous voulez que ce soit écrit formellement? Mais bien entendu, parce que rien n'oblige à le vendeur d'annoncer le décès du président de la République. Et le président du Conseil constitutionnel ne peut pas s'autosaisir. Il doit attendre que le président de l'Assemblée nationale lui porte l'information du décès afin qu'il ouvre la vacance présidentielle. Maintenant, quand cela est fait, prenons l'empêchement définitif. On se rend compte que même au niveau de l'empêchement définitif, l'empêchement définitif, on ne sait pas sur quelle base. Est-ce quand le président a les mots physiques ou les mots psychiques? C'est quand il ne parle plus? Est-il dans un coma profond? Comment constater d'abord cet empêchement définitif? Donc notre constitution sur la question est silencieuse. Et même encore, elle est davantage silencieuse sur 2 problèmes, la disparition et l'absence. En réalité, c'est quoi j'interprète, certainement le professeur Moïse Kanto se fonde sur le fait que le président est tellement absent et ça fait de sorte que cela peut être à l'origine de l'ouverture de la vacance présidentielle. Or, les mécanismes sont prévus par la Constitution. Voilà, je crois qu'on va d'abord écouter Bambok Diepga du Manidem. Bambok Diepga, cette polémique autour du gré à gré. À l'élection présidentielle de 2018, nous avons soutenu à Kéréfina qui nous a conduit de voter pour le professeur Félix Kanto. Malgré nous,
Et juste après, nous avions dit ce qu'on pensait de cette alliance, donc on s'est désolidarisé de la crise. Donc, j'ai envie de dire que j'attends les politiciens de notre pays. Je vais faire cette fois. Parce que dans les deux camps, on se joue de compromis. Quand on parle de CHC, pour la différence dans le fond, dans le gré à gré et le successeur constitutionnel, dans le fond, où est la différence? Mais il n'y a pas de différence. En réalité, un successeur constitutionnel, c'est du gré à gré. C'est que Maurice Kamto essaie de dire, c'est que le pouvoir est en train de ranger le successeur constitutionnel. Ça a été le cas en 2014. Mais moi, je pense que pour une association, pour une famille, pour un pays qui se respecte, il ne faut pas mettre à la tête un aventurier. C'est ce que je pense. Ouais, je crois qu'on va revenir sur Mbambo Kiepga dans un instant, le temps de permettre à nos équipes techniques de revoir un peu la liaison avec Mbambo Kiepga. Vous voulez réagir, Charles Elisan? Oui, je voudrais réagir textuellement après la sortie du docteur Luiso Nsumba. Oui. Pour lui faire comprendre que malgré le fait qu'il soit enseignant de droit, avec tout le respect que je lui dois, il a orienté ses hypothèses à lui. Il a orienté les hypothèses? Il a orienté ses hypothèses à lui, oui, vers le sens que vous voulez les donner. Quand Dr Luiso Nsumba fait croire que le peuple n'a pas été consulté pour une éventuelle modification de la Constitution, je voudrais lui faire comprendre que dans la même Constitution, le peuple s'exprime de deux manières. Soit par voie référendaire, soit à travers ses représentants que sont les... C'est ce que j'ai dit. Non, laissez-moi... Peut-être nous interpréter Docteur, s'il vous plaît. Docteur, s'il vous plaît. Allez-y, mais je me reconnais vous n'avez parlé que du référendum. Pour faire croire que on ne peut consulter le peuple que par voie référendaire. Non. On peut aussi consulter le peuple par voie du suffrage électoral. Et c'est ce qui s'est passé en février 2020. Quand les députés agissent, réagissent, c'est au nom du peuple camerounais qui leur a donné onction. Ça, c'est deux. La deuxième chose, c'est que vous appelez de tous vos voeux à la modification de la Constitution. Et ça se passe comment? Pourquoi est-ce que vous appelez de tous vos voeux à la modification de la Constitution, pour qu'on mette ce qui vous arrangerait, et dans le même sens, vous refusez qu'on touche la Constitution pour certaines choses qui ne vous arrangent pas. Encore qu'on va toujours toucher la Constitution et la modifier. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'orienter les hypothèses constitutionnelles qui ne sont que des hypothèses vers là où on veut qu'elles soient. Il faut qu'on comprenne aussi qu'il ne faudrait pas qu'on touche les institutions juridiques de la place parce qu'on veut qu'elles soient taillées à notre mesure, à nous. Le même conseil constitutionnel qu'on trouve d'illégal aujourd'hui est le même qui, à un moment donné, accepte les candidatures de certains, accepte leur recours, mais quand cette même chambre, cette auguste chambre, rejette les conclusions en défaveur de cela, cette chambre devient illégale. Il faudrait bien qu'on ait des attitudes vraiment sérieuses de ceux qui donnent l'instruction et l'éducation à ceux qui nous écoutent. C'était cette présentation que je voulais faire. Voilà. Rapidement, il y a Thierry Okala qui nous attend. Je suis un peu surpris parce qu'il fait très mal l'interprétation de mes propos. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Okay. Quand je parlais du référendum, je disais que le président intérimaire peut procéder par voie référendaire pour modifier un certain nombre de choses. C'est-à-dire, j'étais sur le président intérimaire. Je ne parlais pas... Il peut aussi consulter les deux chambres. Oui, il peut consulter lorsque c'est un engagement. Dites-le aussi. Bon, je n'étais pas dans la logique, justement, de la souveraineté représentative. Ah, ok. Voilà, je m'avais mal compris. Mais je voudrais dire à Élise en sens ceci. Et je le réitère et je l'affirme avec force et vigueur pour indiquer que les institutions qui participent du jeu démocratique au Cameroun, on peut relever un certain discrédit. D'ailleurs, d'abord sur la politisation de la composition de ces institutions. Quand vous voyez une institution comme le Conseil constitutionnel, ailleurs un peu comme la Cour constitutionnelle du Bénin, mais ils sont tous élus. Ils ne sont pas nommés. Or, chez nous au Cameroun, ils sont tous nommés par un décret unique du président de la République. C'est encore là
quelque chose, puisqu'on précise. Professeur, que, s'il vous plaît, ajoutez que ces membres sont tous élus, mais ils sont tous à coloration du parti au pouvoir. Dites-le, s'il vous plaît. Non, je venais pour indiquer. Il faut pas, parce que vous avez dites que ces membres de ce pays du Bénin-là sont tous à coloration du parti au pouvoir du président de la République. Non, pas même du s'ils tout. ont été élus. Pas du tout. Ils sont élus parce que, écoutez, Ils vous sont savez, élus, vous savez les instituts, les instances qui les élisent. Il y a les comités des droits de l'homme, le barreau, les membres des assemblées politiques délibérantes, c'est-à-dire les sénateurs et les députés. C'est ça, ils sont élus, pas par c'est un collège électoral hétérogène qui ne viennent pas forcément du parti au pouvoir. C'est la raison pour laquelle, M. Serge Otou, non, il faut que les gens en comprennent. Ils veulent s'incruster dans un domaine ésotérique. C'est très dangereux. Non, ésotérique? Oui, là c'est ésotérique. Parce qu'en réalité... Vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat pour savoir comment le peuple de mais je vais vous prendre des exemples. Vous le savez très bien. Le problème, c'est que vous parlez bien, mais vous voulez orienter. J'ai l'impression, je me serais attendu que ce soit M. Okala Ebode qui parlera comme vous faites là. Pas vous. Parce que vous orientez vos hypothèses et avec l'esthétique qu'on vous connaît. Non, écoutez, vous êtes ici comme le consultant. Il faut que vous compreniez. Quand vous dites que le peuple n'a pas été consulté et que celui qui remplacera le président en cas de vacances, vous pouvez le consulter par voie référendaire, vous laissez une autre fenêtre qui fait comprendre que les représentants du peuple, d'après notre système démocratique, c'est mis de côté parce que vous ne voulez pas faire croire que, comme cette chambre est à coloration RDPC, il faut mettre ça de côté. Et vous prenez l'exemple du Bénin qui vous arrange à vous. Non, il y a plus d'exemples qui ne sont pas comme le Bénin. C'est ça nous allons parler tout à l'heure de la révision de la Constitution, puisque c'est un des aspects soulevés par monsieur le professeur Gwanza. Voilà. Je voudrais dire simplement à Charles Élie Zanzan que nous sommes là dans l'analyse d'abord des institutions qui participent du jeu démocratique. Et vous savez, pour les besoins de transparence, la seule nomination crée la subordination. Parce que quelqu'un vous a nommé, vous êtes soumis. C'est-à-dire que vous avez l'obligation de résultat, l'obligation de lui rendre compte. Je vais vous prendre un exemple simple. Et je m'appuie sur l'exemple qu'il a développé tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel, sur des contentieux touchant les matières législatives, c'est-à-dire les élections législatives ou les élections référendaires, je vous avoue que ces membres sont tellement compétents, ils vont dire le droit. Mais pour l'élection présidentielle, j'émets des réserves. Tout simplement parce que, écoutez, le président qui les a nommés. Je prends un exemple simple. Voilà, oui, je prends un exemple simple. Voilà Clément Atangana, au crépuscule de sa vie, qui est nommé par un décret présidentiel. Monsieur Serge Alotou. Vous imaginez qu'il va déclarer un autre candidat qui compétit avec le président qu'il a élu. Pourquoi pas? C'est impossible au Cameroun. Non. Je ne vais pas dire impossible, mais c'est improbable. Pourquoi pas? Docteur Elison, on a vu, pour le nord-ouest et le sud-ouest, le SDF a demandé pour la présidentielle que ce soit annulé au nord-ouest. Mais pour les législatives, ça a été annulé. C'est ce que j'explique tout à l'heure, M. Serge Alotou. Je vous dis, notre Conseil constitutionnel est doté de personnalités compétentes. D'abord, on vient d'ajouter un autre monstre du droit, Joseph Ouna, qui a été président de mon jury de thèse. C'est un monstre du droit au Cameroun, en Afrique, partout ailleurs. Donc ça veut dire que c'est une chambre constituée de gens compétents. On ne peut pas remettre en cause leurs compétences. Mais je dis, le code électoral dit, ils doivent tuer le devoir d'ingratitude. Mais vont-ils tuer le devoir d'ingratitude face à celui qui les a nommés? J'ai dit non. Ça, c'est le procès d'intention. Pour vous, il reste quand même des monstres. Vous n'êtes plus dans la science, prof. C'est des procès d'intention. Non, c'est des analyses. Non, ce n'est pas une analyse. Monsieur Elisan, le Conseil constitutionnel se base. Non, monsieur Elisan, écoutez. Attends, je ne voudrais pas qu'on ait un ce jeu, prof. Le Conseil constitutionnel se base sur quoi pour lire le droit quand il y a contentieux électoral? Je vais vous dire. Je prends un exemple. Oui, rapidement. Professeur, s'il vous plaît. Je t'explique un exemple. Ce ne sont pas vos ressentis qui font le Conseil constitutionnel. Monsieur Elisan, non. Je vous ai dit tout à l'heure, n'entrez pas dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas là le problème. Je vais vous dire une chose. Vous êtes dans les procès d'intention. Écoutez, quand vous a donné le libellé du sujet, il fallait donc dire que ça ne vienne pas, que le professeur Joseph Ouna vienne. Je vais vous ne parlez pas comme ça. Non, écoutez, je vais vous parler. C'est parce que vous voyez tout à l'heure, vous avez mal interprété ce que j'ai dit. Non, c'est ce que vous avez dit. Non, prof. C'est ce que vous avez dit. Vous êtes surpris que je vous dise qu'il n'y a pas que le référendum pour consulter le peuple. Je vous explique. Non. Je vous explique simplement. Permettez. Oui, rapidement. Monsieur Thierry nous attend. Évitez les procès d'intention. Vous savez en quoi on reconnaît une institution forte? Son indépendance, sa neutralité et surtout
c'est-à-dire que, et surtout, sa capacité à être indépendante à vis-à-vis travers la prise des positions. C'est la raison pour laquelle, regardez, initialement prévu, il était initialement prévu 9 ans non renouvelables pour les membres du Conseil. Et là, je convoque un argument juridique. Oui. C'était 9 ans initialement prévu. Mais on s'est rendu compte qu'en 2004, on est revenu à un mandat de 6 ans pour les membres du Conseil constitutionnel, inférieur à la durée du mandat présidentiel qui est de 7 ans. Or, je prends un exemple simple. Aux États-Unis, les membres de la Cour suprême fédérale sont nommés à vie. Par charge inamovible. Par le président des États-Unis sur approbation du Sénat. Sur approbation du Sénat. Pas le président des États-Unis. Oui, mais sur approbation du Sénat. Ça vous arrange quand c'est le président qui fait la si le président, le Sénat n'orientez pas les textes de droit comme ça vous arrange. Merci. Non, ce n'est pas le problème. Faites la politique, mais évitez d'entrer dans les domaines que vous maîtrisez. Ça, c'est pas la politique, c'est vous qui faites de la politique. Merci à vous. On va repartir à Yaoundé. Thierry Okalaï-Bodé, le RDPC pose la question de savoir est-ce que le gré à gré successoral à la tête de l'État est inscrit dans la Constitution? Non, il faut avant de répondre à votre question, je voudrais rapidement balayer quelques propos malveillants adressés par le plénipotentiaire du RDPC sur votre plateau. La première chose, c'est que le MRC n'a jamais annoncé le décès de M. Biya. Des gens, des activistes l'ont certainement fait. Mais comme au RDPC, on ne possède toujours pas de raccourcis, des gens ont tout fait de rapprocher ces activistes-là, installés en diaspora, aux militants du MRC. Il n'est écrit nulle part, il n'a jamais été déclaré nulle part par un responsable du MRC que M. Biya était décédé. Cependant, en raison de la très longue absence que le professeur sur le plateau, le docteur sur le plateau a évoqué, que nous constatons, qui s'inscrit dans la logique de la gouvernance par l'absence, le MRC, au moment où l'État du Cameroun était dans une situation extrêmement critique due à la crise sanitaire, due à la propagation du virus de corona, le MRC a engagé une démarche pour constater la vacance du pouvoir. Et sauf à considérer que M. Charles-Élie Zanzan ne comprend pas trop bien la différence qu'il y a entre vacance du pouvoir et gré à gré, l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que le débat sur la vacance du pouvoir, en raison de la très longue absence de M. Biya, n'exclut pas le débat sur le gré à gré. Cela étant dit, précisé, je voudrais également signaler que le gré à gré, la question que pose le RDPC ou un de ses petits soldats, que pose l'un de ces petits soldats, se pose ou trouve sa réponse dans 2 ou 3 choses. La première, c'est la très brève campagne de M. Biya lors de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Vous savez très bien que M. Biya a fait une campagne à Maroua. Il a tenu un propos qui n'a duré que 7 minutes. La deuxième chose, c'est que au sorti de cette élection, après qu'il a été désigné par le Conseil constitutionnel comme président de la République, malgré toutes les fraudes, malgré les dénonciations du MRC, M. Biya a pris un décret en février 2019 qui octroyait une délégation permanente de pouvoir à un de ses collaborateurs, qui ne pas le nommer le secrétaire général à la présidence de la République, sous réserve de ce que le professeur dira, dans la Constitution du Cameroun, il est bien indiqué, à l'article 10, que le président procède à la délégation de signatures, et il n'est écrit nulle part dans la Constitution du Cameroun que le président procède à la délégation permanente de signatures de pouvoir. Voilà un deuxième signe fort qui nous a amené et qui nous a conforté dans le sentiment qu'il y avait une démarche dolosive, une démarche illégale, une démarche antidémocratique d'évolution du pouvoir par une démarche de gré à gré. La troisième chose, c'est les visites récurrentes empreintes de deepfake de l'ambassadeur de France, qu'une collègue, une enseignante de l'université de Douala, a qualifié d'ingérence collaborative. Vous savez très bien que la France a une trop grosse empreinte, une trop grosse influence sur la politique intérieure du Cameroun. Et cela s'inscrit dans une démarche historique
que le président Ahidjo avait inauguré en 1957, je crois bien en février ou en mai 1957, en parlant du destin lié. Et ce destin lié se répercute, n'est-ce pas, dans les accords de coopération que le Cameroun et la France ont signés et ont renouvelés entre-temps. Donc, de ce point de vue, nous sommes inquiets. Effectivement, le MRC se fonde sur ces questions, sur ces points-là, pour penser qu'il y a des démarches qui ne sont pas claires dans la dévolution du pouvoir. Maintenant, qu'on en arrive à dire qu'on va inscrire le poste de vice-président dans la Constitution, c'est tout simplement parce que quand le MRC a levé le lièvre, les gens étaient dans la perspective de forcer la Constitution, de forcer les démarches démocratiques pour imposer à la tête du Cameroun, comme ailleurs, au Togo, au Gabon et ailleurs, comme dans beaucoup d'autres autocraties, en marge de la Constitution, un président après M. Biya qui, de manière claire, n'est plus en capacité de gouverner. Donc voilà ce qui est dit, voilà ce que le MRC dit. Donc, il n'est pas, il est évident que, sauf à considérer que les gens du RDPC jouent au petit malin, les gens du RDPC, les tenants du pouvoir, ont tenté à un moment donné de forcer la Constitution, d'outrepasser la Constitution pour donner le pouvoir à un proche, soit de la famille biologique de M. Biya ou de Mme Biya, soit de la famille politique de M. Biya. Et cela n'est pas acceptable de notre point de vue. Parce que les Camerounais ne sont plus prêts à accepter que le pouvoir soit donné à quelqu'un qui ne le demandait pas. Historiquement, vous devez savoir qu'en 1960, quand le Cameroun accède à l'indépendance, nous avons que les Français ont donné le pouvoir à des gens qui ne l'avaient jamais revendiqué. En 1982, M. Ahidjo, constitutionnellement, conformément à la Constitution, a laissé le pouvoir à un individu qui n'a jamais manifesté l'envie, effectivement, de gérer les plus hauts sphères de notre pays. Et nous nous trouvons aujourd'hui 38 ans avec un pays qui va à volo sur tous les plans, politiquement, économiquement, socialement. Et nous ne sommes plus en mesure d'accepter que quelqu'un qui ne nourrit pas l'ambition de pouvoir, n'est-ce pas, puisse prendre le pouvoir pour que nous plongions encore dans 38 ans, dans 38 ans, ou 40 ans, ou 50 ans de dictature improductive. Donc, et vous avez suivi Thierry Okala-Ebodé qui a égrené comme ça les éléments sur lesquels le MRC se fonde pour dire que le MRC, le gré à gré est en préparation. Mais, je voudrais ici prendre à témoin tous les Camerounais qui nous suivent. Et là, je le dis haut et fort. Le terme gré à gré est une imagination fantasmagorique du MRC. C'est même vous qui leur donnez un peu de pub pour qu'ils en parlent. Pour nous, au RDPC, le MRC n'existe pas. La deuxième chose que je veux lui faire comprendre, c'est que même quand on veut parler, il y a les éléments de langage qu'on n'utilise pas. Quand un Ekalo Ebodé traite le professeur Ngwanza de petits soldats, vraiment ça m'amuse. Et l'éducation que nous on a au RDPC, c'est de ne pas répondre à ce genre de bassesse. S'il traite le professeur Ngwanza de petits soldats, lui, Okala Ebodé, il y a un autre problème d'éducation politique dans leur parti. Et je les laisse dans leur gadou. La troisième chose que je voudrais dire ici, c'est que quand il veut dire des choses, c'est vrai qu'on lui a préparé tout un texte qu'il est en train de lire, mais je voudrais lui faire comprendre que quand il veut me lire le texte, il faut que lui aille faire des recherches. La délégation de signature du président de la République au SGPR n'existe pas avec Biya. En 1975, Ahidjo l'a fait avec Samuel Ebois. Et tous ceux qui ont suivi les M. Yabouem, tous ceux qui ont suivi jusqu'à Ngongo aujourd'hui, c'est un autre débat qui est dépassé. Dans la continuité, je voudrais lui faire comprendre que le seul arbitre du jeu électoral au Cameroun, c'est le peuple. Et la même constitution est claire. Et c'est ce que je disais au prof, que quand il explique la dévolution du pouvoir suprême au Cameroun, il nous dit ce que la constitution dit et qu'il laisse mettre de côté ses analyses à lui, qu'il oriente vers ce qui l'arrange. Parce que quand il parle de référendum, faisant état de celui qui devra remplacer le président en cas de vacances à la tête du pouvoir, sans parler de la consultation des deux chambres consulaires, il y a un problème. Il veut juste orienter le débat vers sa l'arrange. Maintenant, même s'il y a la création d'un poste de vice-président, ça va se passer constitutionnellement. Ce sont les députés à l'Assemblée qui le feront. Et les députés ont été élus et reconnus comme tels, comme les représentants du peuple souverain. Ce n'est pas à M. Okala Ebodé, représentant du MRC, ce n'est pas à Dr Luzan Essomba, ici,
qui définissent l'opportunité et la chose jugée de ce qui se dit dans le matière électorale, c'est le Conseil constitutionnel. Et il ne voudrait pas qu'il prenne des exemples qui l'arrangent. Il ne peut pas parler d'un pays où il y a depuis 3 ans des soubresauts politiques au Bénin. Non, qu'il ne parle pas de la Cour suprême américaine où les 9 membres se reconnaissent d'un parti comme d'un autre. Et les gars assument leur appartenance soit au parti républicain, soit au parti démocrate. Et on ne juge pas la neutralité des membres d'une chambre par leur nomination. On juge leur neutralité, leur impartialité et leur savoir-faire à travers la prise de décisions qu'ils ont à prendre en fonction des éléments qu'ils ont à main. Vous voulez amener les Camerounais dans les procès d'intention. Et je tiens à dire, et c'est là que je rejoins le grand penseur, M. Ela, qui avait dit qu'à un moment dans ce pays, on veut écarter la norme et normaliser les écarts. Donc on veut donc que ce soit les réseaux sociaux, un parti politique qui n'a aucun élu, un parti qui a ses francs-tireurs, comme on voit partout sur les plateaux télé, nous faire comprendre que c'est maintenant eux qui doivent donner la ligne à suivre dans l'exercice constitutionnel d'un pays. Non. Le Cameroun est bel et bien debout. Le Conseil constitutionnel est là, l'Assemblée nationale est là, le Sénat est là, et le président de la République continue à vaquer librement à ce conseil. Maintenant, la question la plus simple que je veux poser, docteur, s'il y a aujourd'hui modification de la Constitution, ce sont les députés. Que feront ceux-là qui parlent de gré à gré si les députés s'asseyent et veulent modifier la Constitution, comme les députés l'ont fait en 2008, où j'ai avec moi le document que celui-là, qui est le patron d'Okara Ebode, avait soutenu en 2008 dans la modification de cette Constitution. Voilà le document ici, où il a appelé à signer pour la modification de la Constitution. Donc la raison est à poursuivre le processus de renforcement de notre démocratie et de modernisation des institutions. Donc pour eux, modifier la Constitution, c'est moderniser les institutions par le biais de la révision de la Constitution demandée par la grande majorité du peuple camerounais. La grande majorité du peuple camerounais s'est exprimée et à travers les députés ont posé cet acte. Pourquoi en 2020, aujourd'hui, ça vous poserait un problème? Non. Voilà, justement, il y a cette question est-ce qu'il faut forcément modifier la Constitution et qui en prendrait l'initiative? Oui, Serge, avant de me prononcer sur cette question, je voudrais faire une précision. La délégation permanente des signatures n'existe pas en droit. En droit, on parle de délégation des signatures ou de délégation de pouvoir ou de compétences. Quand ça devient une délégation permanente des signatures, ce n'est plus une délégation de signatures, mais ça devient une délégation de pouvoir. Parce que la délégation de pouvoir ou de compétences est une délégation permanente. Je prends un exemple. Pour dire quoi? Le délégant qui vous cède le pouvoir... Dans le président de la République. Vous devenez... C'est-à-dire que quand il vous a cédé le pouvoir, il ne revient plus sur les domaines délégués. C'est-à-dire que s'il y a un contentieux dans le domaine délégué, c'est le délégataire qui en répond. C'est la raison pour laquelle la délégation de pouvoir est une délégation permanente. Mais prof, disent que c'est encadré. Maintenant, aussi. La délégation des signatures est une délégation, un caractère précaire parce que le délégant peut utiliser le droit d'évocation. C'est-à-dire qu'il revient à tout moment sur les affaires déléguées. Donc, le problème que nous on a, c'est de corriger le style rédactionnel de cette disposition de délégation permanente. Non, on a dit délégation de signature ou délégation de compétences. Et qui va corriger? On n'a pas répondu à la question. Qui corrige? Mais c'est ceux qui rédigent les tests. Mais écoutez. Non, professeur, n'hésitez pas. Qui corrige? Ce n'est pas le législateur, mais c'est les autorités administratives qui prennent ces actes qui doivent corriger le style. Donc, ce que nous contestons. Qui légifère? Monsieur, pourquoi vous ce que nous contestons. Non, ce qui légifère, ce n'est pas la loi, monsieur Serge, monsieur l'autre. Vous ne comprenez pas. N'entrez pas dans les domaines que vous ne maîtrisez pas. C'est ce que je vous dis. Nous sommes là dans le domaine administratif. La décision administrative est prise par l'autorité administrative. Il parle qu'il légifère. Légiférer, c'est la loi. Hein? Alors, ça peut dire quoi? Non, écoutez. Ne faites pas plaisir à vos amis du Élise Azan, non, je ne suis. Écoutez, ne faites pas plaisir. Ne me cataloguez pas. Dites-nous les choses comme elles sont. Écoutez, Élise Azan, vous me connaissez. Ne me cataloguez pas. Je suis un universitaire et je m'exprime en tant qu'intellectuel. Je vais vous dire, je suis citoyen, j'ai accompli mon devoir. Je n'appartiens à aucune obédience politique. J'accomplis mon devoir citoyen au moment du vote. Donc ne me cataloguez pas à un parti politique. Oui, mais vous venez de dire que je fais plaisir. Des textes de la République comme Monsieur Élise Azan, n'entrez pas dans ce domaine. En droit administratif, Monsieur Sejalotou, on ne parle pas de délégation permanente de signatures, mais on parle de délégation de signatures
ou des délégations de pouvoir. Mais pourquoi vous ne dites pas que dans la suite de ce même texte, ce pouvoir est encadré? Ça veut donc dire quoi? Professeur, dites-le aussi. Le souci pour moi, c'est pas possible, qui est juriste, c'est qu'on doit corriger la clause de style qui n'est pas bonne. Écoutez, si on veut enlever tous les pouvoirs en Congo, moi ça me fait quoi? Est-ce que c'est encadré ou ce n'est pas encadré? Ça me dit bien, moi je suis juriste, je suis soucieux de la rédaction du style administratif. Est-ce que ces pouvoirs sont encadrés ou non? Ouais. Encadrés par quoi? Pas les mêmes textes. Les pouvoirs de qui? Est-ce que le secrétaire général, quand il a eu onction de cette délégation du chef de l'État, a tous les pouvoirs comme le chef de l'État? Monsieur Serge-Alain, ce n'est pas encadré? Quand on lit notre constitution, vous savez d'où revenons. Le premier délégataire des pouvoirs du président, ce n'est pas le RGPR, mais c'est le Premier ministre. Nous savons. Ah là, vous êtes d'accord? Non, ça veut donc dire que Monsieur Elisanda, je suis dans le souci de la clause de style rédactionnel. On ne peut pas dire qu'on fait une délégation permanente. Est-ce que le secrétaire général de la présidence a pris un acte qui outrepasse cette délégation de pouvoir de signature que lui a conféré le président de la République? Ça veut donc dire que Elisanda, vous ne comprenez donc pas ma préoccupation. Vous comprenez comment? Je ne suis pas dans... Les questions sont claires. Ouais. C'est vous qui voulez compliquer les choses. C'est j'allais tout. Je ne refuse pas le fait que le secrétaire général de la présidence de la République puisse recevoir des délégations du président de la République. Ce n'est pas vous qui décidez, que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça. C'est la loi. C'est administratif, prof. C'est ça. Alors, je vous ai demandé. C'est pas vous qui dévoulez. Pour le RDPC, il demande au MRC que, au cas où il y a modification de la Constitution, qui en prendra l'initiative. Alors, je vous dis que la procédure de révision d'une Constitution est inscrite dans toutes les constitutions modernes. C'est prévu. Et comme on l'indique, le motif le plus élaboré, c'est qu'il faut adapter la Constitution à l'évolution de la société. Oui. Pour des besoins qui peuvent être démocratiques, pour des besoins qui peuvent concourir au bon fonctionnement des institutions. En modifiant la Constitution. En modifiant la Constitution. Et qui modifie la Constitution? Et maintenant, qui modifie la Constitution? Voilà la bonne question. La modification directe est initiée par le peuple. C'est-à-dire que le peuple peut initier une révision de la Constitution. Ça, c'est de manière directe. Et de manière maintenant, puisque nous sommes dans une démocratie représentative, c'est le président de la République, un tiers des députés, un tiers des sénateurs. Voilà la logique institutionnelle et c'est difficile de le dire depuis. Mais écoutez, nous ne sommes pas sur le point de la révision. Parce que justement, le Sénat, l'Assemblée et le président de la République sont d'un même parti. C'est ça le problème avec vous. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, vous commencez par parler du peuple. Vous voyez donc que vous voulez me prêter depuis lors des analyses qui ne sont pas les miennes. Alors, je finis par le point. Rapidement. Je finis par le point que, écoutez, on se comprend. Si une révision consolide... On va revenir, parce que c'est l'heure du journal. Il est déjà là, Cédric Nouffelé. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités ce soir. Nous allons vous montrer en image les conséquences des pluies diluviennes dans la nuit de mardi à ce mercredi. De nombreuses localités des quartiers de Douala qui se sont retrouvés coupés du reste de la ville et pour cause, des ponts se sont affaissés sous l'effet de l'érosion conjuguée et des pluies également, les premières pluies qui s'abattent sur la ville de Douala. Nous évoquerons également dans le journal de 20h ces multiples grognes sociales. À Yaoundé, des instituteurs recalés continuent de durcir le ton de la grève. Malgré leur dénonciation, rien n'a changé sur leur sort. Pourtant, ils ont évoqué des tripatouillages présumés dans le recrutement de près de 3000 enseignants à la fonction publique. Nous évoquerons également la grève à KPMO, l'une des entreprises concessionnaires du terminal polyvalent au port de Kribi, là où rien ne va plus concrètement. Le directeur général s'explique dans le journal de 20h. Nous reviendrons sur cette controverse autour de la gestion des corps Covid-19. Vous le savez, il y a eu des images devenues virales sur la gestion d'un corps, gestion controversée à l'hôpital de la CNPS à Yaoundé. Les responsables de cette gestion ont été sanctionnés. Que s'est-il réellement passé? Nous ferons le point dans le journal de 20h. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos invités en plateau et hors de nos studios ici à Bonakwama, Douala.
Retour sur le plateau Equinox Soir. Nous sommes donc partis, madame, monsieur, pour la deuxième partie Equinox Soir. Le temps du débrief, toujours en compagnie de Charles Elisan, Thierry Okala-Ebodé et Mbombo Yebka. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Je commence par vous, Dr Luisan Isomba. Ce que vous venez de voir là devant le ministère de l'Éducation de base, ça vous rappelle quelque chose? 2000 PhD? Pourquoi on doit toujours au Cameroun aboutir à ce genre de phénomène? Pourquoi toujours? Toujours parler de tripatouillage, alors que les critères sont préalablement définis. Pourquoi on doit toujours assister à ce genre de spectacle? J'ai envie de me poser la question de savoir, est-ce que nous avons très mal fait de choisir le métier d'enseignant? Quand nous prenons dans la hiérarchie sociale et même dans la hiérarchie d'un État, l'éducation, c'est le premier centre d'intérêt d'un État. Parce que, dit-on, lorsque les portes de prison s'ouvrent, se ferment autant pour moi, lorsque les portes de l'école se ferment, c'est les portes de prison qui s'ouvrent. Ça veut donc dire qu'on n'a jamais compris pourquoi les enseignants sont toujours dans des situations de force. C'est-à-dire que même nous, à l'université, on se rend compte que pour obtenir ce qui est de droit prévu par les tests, il faut toujours que nous annoncions l'hypothèse de faire une grève. Et par là, les autorités réagissent. Pourtant, les tests sont suffisamment clairs. Vous voyez aujourd'hui, je ne voudrais pas une comparaison pour avoir raison, mais regardez aujourd'hui le traitement qui est posé. Quand nous avons suivi le président Ouattara l'autre jour, un enseignant du primaire à 390 000, il est plus payé qu'un professeur d'université. Moi, je ne touche pas le genre-là. Je suis à 360 000. C'est la deuxième fois que oui, je tue un peu le devoir de neutralité et de dignité. Ce n'est pas normal. Déjà, les enseignants s'engagent à passer le savoir qui est en réalité quelque chose de sacré. C'est-à-dire que ça ne peut pas se quantifier en termes d'argent. C'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont tout intérêt à toujours prendre au sérieux tout ce qui touche l'éducation. Parce que sans l'éducation, mais un État n'est rien. Nous avons notre président de la République, il a fait l'école. Le secrétaire général de la République, ils ont tous fait l'école au niveau très élevé. Donc c'est pour dire que, en fait, l'école est la base de la construction sociale. Tant qu'on n'y met pas des moyens, on n'accompagne pas les enseignants, surtout dans l'amélioration de leurs conditions de travail et de leurs conditions de vie, surtout les conditions salariales, ça pose un véritable problème. Je veux toujours partir un peu dans les pays qui sont des références démocratiques aujourd'hui. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire et le Sénégal, lorsque vous voyez un monsieur rouler dans une belle voiture ou dans une très belle villa, on va toujours se poser la question, est-ce que c'est un professeur d'université? Avant de savoir, est-ce que c'est un footballeur? Est-ce que c'est un membre du gouvernement? Est-ce que c'est un ministre? Voilà les questions qui sont posées. Donc cela veut dire que dans l'imagerie populaire, l'enseignant doit toujours être mis dans des bonnes conditions parce que le travail que nous effectuons, ce matin encore, je faisais mon cours de droit constitutionnel sur les régimes politiques. Écoutez, je ne peux pas l'enseigner dans des conditions où les étudiants me voient arriver derrière une moto. Toutes les théories que vous allez développer, ils n'y comprendront rien. C'est parce qu'ils vous ont vu arriver derrière une moto. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous interpellons de tous nos voeux les pouvoirs publics d'améliorer les conditions des enseignants, partant de la base, c'est-à-dire que du primaire, du secondaire, jusqu'à l'université, parce que c'est incroyable qu'un professeur d'université puisse être dans des situations compliquées. Le salaire que nous avons aujourd'hui est à vocation alimentaire. Oui. Vous ne pouvez pas vous soigner avec. Monsieur Serge-Tout, si je déroule un peu les dépenses, après avoir pris les 350, 60 000, si je déroule les dépenses, vous allez vous rendre compte que au 5 du mois qui suit, je dis même, je vais même plus loin. C'est-à-dire qu'en cours du mois, vous n'avez plus rien. Si vous tombez dans le 5, tout est fini. Ah là. Oui, mais c'est compliqué, c'est fini. Donc, cela veut dire quoi? Et quand on le dit, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre pays. Ça ne veut pas dire que nous sommes anti-républicains, ou du moins que nous sommes anti-démocrates, ou à-démocrates. Non, ça veut simplement dire que les dirigeants qui président aux destinées de notre pays doivent comprendre que l'école, c'est la pierre angulaire du développement d'un État, du rayonnement d'un État. Voilà. Et tant qu'on va traiter de la mauvaise des manières les instituteurs, les professeurs de lycée ou les professeurs d'université, soyez-en sûrs, ça ne va pas réunir l'image d'un pays. Charles Elisan, est-ce que vous en parlez souvent avec vos camarades? Pourquoi les enseignants sont si mal traités, comme le révèle Dr Luisan Isomba?
vos grands camarades qui ont les leviers et décisions dans ce pays. J'ai pris le cas des universitaires, on a vu les 2000. Piazzi, il a fallu qu'il campe devant le ministère de l'enseignement supérieur. On a quand même vu le dénouement. Et voilà aussi les instituteurs qui sont chez le ministre Laurent-Serge Toundingwa. Serge Alontou, je voudrais ici dire à tout le monde qui m'écoute qu'un mouvement d'humeur, un mouvement de protestation n'est pas en tout lieu une mauvaise chose. Il s'agit des rapports de force qui existent de manière régulière dans une république. Et dans toute république qui se respecte, ceux qui estiment qu'ils ont droit à quelque chose venant de ceux qui ont les tenants du pouvoir ont toute l'égalité, toute obligeance, toute volonté de manifester. Ça ne démontre en rien la volonté pour celui qui est en face de ne pas vouloir les intégrer. À partir du moment où on ne va pas rabaisser cette énorme opportunité de recrutement de 3000 instituteurs dans la fonction publique. Tout ça pour combler le déficit d'enseignants qu'il y a dans tout le territoire national. La deuxième chose que je voudrais aussi dire, Serge Alontou, c'est que il faut qu'on reconnaisse qu'il y a une réunion actuellement entre le ministre et les représentants de ces personnes-là pour qu'ils essaient de trouver un terrain d'attente, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent la solution médiane pour que les deux parties s'entendent. Et en trois, Charles-Élysée, vous comprenez que... je vais vous repasser la parole. Le problème, c'est qu'il y a eu tripatouillage. Il y a des critères qui ne sont pas respectés. Pourquoi on en arrive là déjà? C'est parce que justement, le monde n'est pas fait que d'enjeux. Nous sommes dans un pays où il y a des êtres tout à fait. C'est-à-dire, nous en profitons. C'est-à-dire que les critères sont clairs. Avoir le titulaire d'un CAPIEM en 2015, avoir à peu près 40 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, vous aurez toujours plus de 40 ans. Vous aurez toujours des fonctionnaires en ce moment-là qui vont en profiter pour faire et vendre des places, et mettre un cousin, et mettre une petite. C'est contre ce genre de pratique que nous tous, nous devons nous indigner. Et alors là, il y a aussi le côté où certains ne remplissent pas les critères, mais manifestent parce qu'ils ont aussi le droit de manifester. Il faut le comprendre. Mais je ne voudrais juste pas qu'on réduise cette énorme opportunité à une histoire de contestation qui est en train de trouver une issue favorable. Je vais maintenant chuter parce que vous avez parlé de mes camarades. J'ai des camarades qui ont des décisions, qui prennent des décisions dans ce pays. Je pense que le professeur Jacques Famundongo, qui est ministre de l'enseignement supérieur, est d'abord un enseignant. Professeur Cherz Laurent Toundingwa, qui est ministre en charge justement de ces recrutements. Charles-Élysée, vous voulez qu'on déroule ce qui s'est passé devant son ministère? Je vous dis que ce sont les enseignants. Vous avez que tous mes camarades sont enseignants. Ils sont aussi des enseignants. Vous avez bien vu le film avec ce qui s'est passé au ministère de l'enseignement supérieur? Vous vous rappelez? Je me rappelle très bien. J'étais invité à votre plateau. C'est qu'on recrutait. Et j'avais dit des choses aussi sur la composition démographique, ce qu'on avait recruté. Bon, avançons. Je voudrais juste vous faire comprendre que j'ai suivi avec beaucoup d'enthousiasme mon grand frère, Dr Luison. Oui, Dr Luison. Je tiens à lui dire que dans aucun pays au monde, le salaire d'un enseignant achète la voiture. Dans aucun pays au monde, le salaire d'un enseignant achète la maison. Dans aucun pays au monde, le salaire d'un enseignant... Non, c'était une image, Charles-Élysée. C'est-à-dire, quand le professeur parle, c'est pour faire comprendre qu'au Sénégal et en Côte d'Ivoire, le salaire de ces enseignants leur fait avoir des voitures. Ce n'est pas le salaire qui vous fait avoir la voiture. C'est les commodités qui ont été créées entre l'université ou la grande école où vous travaillez, ou l'État, de manière globale, avec certaines institutions financières qui font que vous pouvez, qui font que vous pouvez attraper. Quand vous ignorez un domaine, n'y entrez pas. On est sur ce plateau, tapez Google, tapez le salaire des enseignants au Sénégal. Un docteur chargé de cours comme moi est à 1 500 000 francs. Tapez. 1 million achète la voiture. C'est le salaire. Mais prof, mais quand vous dites les commodités, c'est comme si professeur, on a tous ces indemnités. Si, mais gars, tu vas pas... Docteur Luison, permettez donc à Charles comprendre. Je dis, écoutez-moi très bien. Il faut m'écouter quand je parle. Ne m'écoutez pas pour me répondre. C'est pour me comprendre. Nous avons tous ici sur ce plateau la chance d'être invités et d'instruire ceux qui nous écoutent. Ou alors d'apporter des éléments de réponse à ce qu'ils font. Le même salaire que vous avez, il y en a qui l'ont comme en tant que médecin. Le même salaire que vous avez, il y en a qui l'ont comme moi dans une entreprise privée. Mais je n'ai pas un véhicule. Mais pour que j'ai un véhicule, tout comme le même, comme vous qui a 1 million de francs, il ne sait pas quelle voiture coûte 1 million de francs. Même si vous avez 1 million de francs, vous avez 1 million de francs chaque fin du mois, vous allez épargner et avoir de quoi pouvoir vous acheter un véhicule parce que vous pouvez aussi créer des situations. Ce que je veux demander, c'est autour. Ma proposition est simple. Que l'université, que l'école, que le lycée s'auto-dépendent d'eux.
du pouvoir central en créant des facilités avec les institutions financières. C'est-à-dire, Dr Luzon Essomba, enseignant reconnu à l'université de Douala, peut aller dans une banque et prendre un crédit auto parce que justement, son école lui a fait ce qu'on appelle un AVI. Une AVI, c'est-à-dire une attestation de virement irrévocable. Allons vers les solutions. Ne continuons pas seulement à poser les problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vois par exemple le ministre Fameux Nongoyer signer un contrat de partenariat avec une structure américaine qui veut créer 12 500 logements pour les étudiants, les centres commerciaux et tout, je me dis on peut aussi orienter cette bonne nouvelle-là vers une institution qui peut en ce moment-là mettre en place des facilités pour que les enseignants soient à l'aise. Je suis d'accord pour que les logements sociaux de l'Embe, que ce soit les cadres de la fonction publique, les enseignants, les médecins et c'est pas moi, les journalistes qui aient accès justement à ce genre de logement. C'est de ça que je parle, prof. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, ils ont signé des partenariats avec des institutions financières pour s'offrir tout ce que vous citez là. Ce n'est pas le salaire en lui-même qui pourra vous faire avoir un véhicule. Tout comme je pense que ce salaire doit être relevé. Mais pour qu'un salaire soit relevé dans la masse salariale des enseignants, il y a toute une organisation à mettre en place. Et c'est vers là où moi j'estime qu'on va y arriver. Non, vous voulez réagir encore? Non, on a un deuxième sujet qui sera tout aussi passionnant. Oui, j'aurais souhaité que Élie Zanzan interpelle plutôt ses membres du parti pour leur dire, écoutez, améliorer les gens. Parce que j'ai posé la question comme ça, Charles n'a pas voulu répondre. Parce que dans ta manière de dire, c'est qu'il faut d'abord compter sur des partenariats pour qu'on améliore nos salaires. Non! Monsieur Elisandre, on a tous suivi Ouattara sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est moi qui le dis? Prof. On a tous suivi Ouattara. Est-ce que vous savez qu'il est en train de demander 1000 milliards actuellement au FMI? Non, je vraiment... Pour subvenir à la masse salariale des fonctionnaires de l'État en Côte d'Ivoire. Vous savez, en réalité, est-ce que vous savez qu'actuellement il demande la planche à billets à la France qui lui refuse de lui donner? Mais est-ce que ça empêche qu'il donne les salaires aux enseignants? Vous êtes sûr qu'ils ont ces salaires-là? Vous êtes sûr qu'ils en ont? Il y a eu 113 grèves au moment où je vous parle actuellement dans ce pays au courant de l'année 2020. Monsieur 2020. C'est-à-dire, ne regardez pas les exemples qui vous arrangent, prof. Je suis d'accord que vous ayez un salaire à la dimension de votre intelligence. C'est ce que j'attends que vous disiez. Non, c'est pas ce que vous voulez entendre. Non, voilà donc ce que vous dites. Non, c'est pas ce que vous voulez entendre que je dis, prof. Quand je dis, allons vers les solutions. Mais c'est juste. En tant qu'enseignant, on n'augmente pas le salaire comme ça. Trouvons les solutions. Et l'une des solutions, prof, l'une des solutions, c'est que vous pouvez vivre avec 400 000 francs, mais avoir tout ce que vous avez cité là, si d'autres conventions sont créées. C'est ça une solution, prof. Ne la refusez pas. Je dis, Élie Zanzan. Ne la refusez pas. Donc vous êtes d'accord qu'un professeur d'université est 60 000 et qu'il s'en sort. Alors c'est pourquoi je voudrais donc que le message que vous devez porter, parce que toutes ces autres personnalités nous regardent et nous écoutent. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on le dit, ce n'est pas pour entrer en duel avec l'État. Non, c'est simplement pour que l'État améliore nos conditions d'enseignant, monsieur Serge-Alain Autou. J'attendais d'Élie Zanzan qui disent vraiment, ok, cette situation est déshonorante à l'endroit des enseignants. Écoutez, vous êtes professeur d'université. On vous voit vivre avec Panda Yoyon. C'est pas un quartier. Mais écoutez, quelle est l'image qui est reflétée psychologiquement? Non, c'est aussi un quartier, mais qui ne mérite pas un professeur d'université. Vraiment, j'ai l'impression que vous ennoblissez certaines fonctions, mais vous dévalorisez la fonction d'enseignant. Non, mais voilà, on s'attend que, monsieur Élie Zanzan, vous êtes d'accord qu'on donne à un professeur d'université 360 000, un docteur chargé de cours? Écoutez-moi, ce n'est pas justement le grade que vous avez ou le titre que vous avez qui fait fonction de votre salaire. Je suis d'accord, prof, que vous ayez même 400 000 à la fin du mois, mais que vous ayez un domicile. On est 2 millions, 400 000. Ce n'est pas un problème, professeur, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de projecture économique. Écoutez, j'ai quand même fait un peu l'université de Douala en particulier sciences économiques. J'ai dit, je préfère que vous ayez 400 000 francs à la fin du mois, mais que vous ayez votre maison à vous. Que vous ayez votre véhicule à vous. Et que vos enfants soient sûrs que quand ils vont à l'hôpital, vous n'avez pas besoin de donner de l'argent avant qu'on les soigne. Et tout ça peut être mis en place avec ce salaire-là que vous avez, mais qu'il y ait d'autres commodités qui vous accompagnent dans la vie. Et vous verrez que vos 450 000 que vous avez ne souffriront de rien. C'est de ça qu'il s'agit, prof. C'est alors tout. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire ne sont pas plus riches que le Cameroun. Et je dis, c'est fait à dessein pour clochardiser les enseignants d'université. Et ça, je le dis avec force et vigueur. Oui. C'est pour imaginez-vous, moi je prends un exemple simple. Si je suis payé au même titre que mon collègue en Côte d'Ivoire, 1 800 000 par exemple. Vous avez la voiture. Vous allez me dire d'aller faire la politique.
Ou bien vous allez me donner un poste, attendre un poste. Non, je vais vivre de mon salaire sans attendre une implication politique avant peut-être de bénéficier d'une nomination. On ne refuse pas, mais je dis, écoutez, c'est peut-être son cas personnel. Mais écoutez, comment on l'appelle ce Sénégalais qui disait qu'en réalité, chers enseignants, si vous voulez améliorer vos conditions de vie, il faut faire la politique. Parce qu'on a compris. On n'est pas obligé de faire la politique de par les connaissances que nous avons et la mission sacrée du savoir que nous transmettons à nos étudiants, à nos enfants, mérite que nous soyons traités avec dignité, monsieur Elizaza. Dites ça. Okay. C'est ça le problème. Voilà, ils sont beaucoup d'enseignants. Je suis pas dans le parti politique. Rapidement, Charles Elisan, vous avez vu ce reportage, le traitement que subissent, on va le dire comme ça, les personnes décédées de Covid. C'est très délicat. Oui. Vous savez, coronavirus est venu remettre à zéro, venir transformer les paradigmes qui faisaient l'existence même des êtres humains. Vous savez, chez nous, les Africains, les Bantous en général, le deuil est un moment sacerdotal pendant lequel nous, avec celui qui est parti, échangeons ces derniers moments dans la vie. Et quand on vous dit que votre proche est décédé et que parfois vous n'avez pas à voir la personne et que la personne a enterré sans qu'on l'ait vu, ça fait très mal. Et on peut comprendre que certaines familles aujourd'hui estiment qu'elles veulent entrer en possession de ces corps. Mais il faudrait aussi qu'on regarde d'un autre côté, qu'on rassure ces populations-là, si effectivement, à travers une étude, si un corps inerte, c'est-à-dire un cadavre, peut être un agent qui véhicule le virus. Et le deux, il faut aussi qu'on comprenne que la mise à la morgue d'un cadavre peut aussi causer peut-être une transmission. Vous savez que le morguier qui s'occupe du cadavre dans une morgue doit le manipuler. Quand on fait la mise en bière, c'est comment ça se passe. Il faut laver, il faut nettoyer, il faut toucher tout. Peut-être, on se dit qu'à ce moment-là, le même morguier qui le fait a des collègues qui ont de la famille, les parents qui entrent pour dire au revoir, peut-être pour mettre ici les gants et tout, peuvent aussi être là, porteurs de ce microbe-là, et les ramener à l'extérieur vers les familles. Je pense que c'est le fait de ce trou noir-là qui ne permettait pas de savoir si ce corps peut transmettre la maladie ou pas, où les autorités ont pris la peine de dire non, on l'enterre rapidement. Mais maintenant, il y a une autre forme qui arrive, qui voudrait que les autorités donnent l'onction aux familles d'aller enterrer les leurs comme il se doit, mais en respectant scrupuleusement les consignes et mesures barrières. Mais Charles Elisan, ça c'est après 3 mois. Est-ce qu'on imagine un peu ce que ça a pu créer dans les familles? Imaginez un seul instant que le fait qu'on ait laissé les familles manipuler les corps comme elles veulent, les morgues manipuler les corps comme elles veulent, et qu'un autre foyer épicentre la maladie se déclenche à travers cette manipulation justement des cadavres-là. C'est un autre scandale social qui arriverait. Donc maintenant qu'on permet, entre guillemets, ce que vous dites là, c'est fini? Je préfère justement que les uns et les autres s'entendent et que les structures sanitaires compétentes qui peuvent manipuler ces corps, qui peuvent aller avec ces corps et des morgues vers les domiciles pour faire les deuils comme il se doit, et des domiciles vers les villages pour celles des familles qui veulent que cela soit mis en place pour qu'on allie les deux. C'est-à-dire que l'État continue de protéger ces populations contre cette maladie et que les familles enterrent dignement les leurs. On peut arriver à cette solution et c'est possible de le faire. Mais tout ça sous la bourse des familles qui veulent bien le faire. Ok, docteur Dusan Issouba, ce phénomène. Serge, c'est un problème. Passé à 48 heures. Avant, c'était une affaire d'heures. Disait moins de 12 heures même après le décès. Maintenant, le ministre dit on peut aller jusqu'à 48 heures. Ce genre-là, c'est un problème extrêmement sérieux. Vous savez, et surtout les images. On a vu une famille se plaindre là du traitement réservé à cette personne qui est décédée à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé. Justement, ça, c'est un problème sérieux qui porte atteinte à la dignité du corps humain, de la gestion du corps humain. Vous savez, l'être humain est maximalement protégé en vie et il est minimalement protégé sans vie. Et même le degré minimal ne veut pas dire qu'il peut être enterré à l'emporte-pièce, un peu comme un animal, un peu comme, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de la décision du ministre de la Santé. Parce que regardez ce qui se passait. On vous donnait des corps, parfois, on se trompait de corps. La famille n'avait pas l'opportunité de voir le corps.
C'est-à-dire que dès qu'on disait, allez, moi, le coronavirus, on vous met dans la mallette à truc, on vous ferme. Et il y a des familles qui trouvaient que le mot même qu'on leur a donné n'est pas le leur. À quel moment? Mais, c'est-à-dire qu'ils constataient, puisque... Ils allaient ouvrir, voilà. Mais oui, il y a un cas qu'on a vu, c'est-à-dire qu'on a vu traîner un corps au sol, ici sur les réseaux sociaux. Oui. Et parfois, on se rendait compte que le mort qui est là a peut-être perdu de ses parties, parfois les parties intimes. Ça causait donc un sérieux problème. C'est la raison pour laquelle je dis la sortie du ministre de la Santé est salutaire. Parce que ça vient donc remettre au goût du jour toute cette question, toute cette mafia qui se jouait autour de la gestion du corps. Aujourd'hui, permettre à la famille de venir quand même regarder, de prendre les dispositions. Elle a 2 jours. Pour ma part, j'estime que c'est une mesure vraiment idoine et importante que le ministre de la Santé venait de prendre pour quand même qu'on réserve. Vous savez que l'article 273 et 274 du Code pénal dispose très bien que les corps doivent être traités avec dignité et que les familles puissent apporter un bon sépulcre à l'endroit de leurs défunts. Mais ce n'était plus possible. Et ça causait donc là une violation flagrante de notre Code pénal sur la gestion du mort. Parce que le mort, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous êtes mort que vous perdez tous les droits. On doit quand même vous accompagner avec dignité. Et ça porte atteinte à nos us et coutumes. Vous voyez aujourd'hui, quand on attend le mort au village, il ne vient pas, on l'enterre en ville. Pourtant, il était censé aller au village. Avec tous les us, les traditions, ça pose un véritable problème. Donc vraiment, bravo au ministre de la Santé. Voilà, merci. Merci Charles Lisan, merci à vous, Dr Lisan Issomba. Merci, malgré les petits caprices de la technique, on va dire merci à Thierry Okalaïboudé qui était en direct de Yaoundé, ici, en Bombok Bengan, Bombok Yebga. Voilà. Bonsoir madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Bonsoir Bepanda Yon Yon.